Les doigts arthritiques de Samuel Whittaker tremblaient alors qu'il s'agrippait au poteau de clôture, oubliant complètement le café fumant qu'il tenait une minute plus tôt. Le berger allemand allongé dans la poussière devant lui ne devrait pas être en vie. Et pourtant, sous son pelage emmêlé et couvert de terre, ses côtes se soulevaient et s'abaissaient faiblement. Entre ses crocs tachés de sang, un objet improbable, une carte à jouer. Pas n'importe quelle carte. La dame de cœur, 4 mots griffonnés dessus, écrits dans ce qui ressemblait à du sang séché. « Pardonne-moi, papa. Iseo Nissi Bignon ». La tasse de Samuel glissa de sa main libre et se fracassa contre la terre dure, sèche comme du cuir par la longue sécheresse. Le bruit attira Hélène Marquez, son infirmière à domicile, qui surgit de la vieille porte moustiquaire en courant. En voyant ce que Samuel fixait, elle poussa un cri qui transperça la quiétude du matin dans le Montana. Derrière eux, depuis la fenêtre de la cuisine, le portrait encadré d'un certain Nathan Whittaker, décédé en novembre 2020, semblait les observer. L'œil trouble du chien s'ouvrit soudain et se fixa sur Samuel avec une intensité qui lui serra le cœur. Cela faisait 5 ans qu'il avait enterré son fils. Pourtant, un message venu d'outre-tombe venait de lui être livré par un chien mourant qui, d'une manière ou d'une autre, savait où le trouver. « Mon Dieu !» murmura Hélène. « Samuel, il y a un insigne de police sur son collier. » Le soleil dépassait à peine la crête des Rocheuses, projetant de longues ombres sur les 50 hectares arides du ranch de Samuel Whittaker. À 73 ans, il se déplaçait avec la lenteur prudente d'un homme qui avait appris à ne plus faire confiance à son propre corps. La sécheresse avait donné à ses pâturages la couleur jaunâtre du vieux papier journal, et le ruisseau qui serpentait derrière la grange n'était plus qu'une succession de flaques stagnantes. Sa maison se trouvait à près de 5 kilomètres du voisin le plus proche, nichée dans une vallée où les téléphones portables ne captaient rien et où le vent n'apportait que les cris lointains des coyotes. C'était exactement ce qu'il avait cherché après la mort de Margaret, il y a 2 ans. Un endroit où personne ne pourrait voir ces moments de confusion lorsque l'Alzheimer lui faisait appeler sa femme disparue ou dresser machinalement 2 assiettes pour le dîner. La vétérinaire, Dr Laura Keating, arriva 20 minutes après l'appel paniqué d'Hélène. Son vieux pick-up soulevait derrière lui des nuages de poussière visibles depuis la cuisine de Samuel. Laura, 52 ans, avait ce mouvement précis et méthodique des gens qui avaient passé 30 ans à soigner les bêtes de l'État. Mais Samuel remarqua quand même la façon dont elle agrippa le montant de la porte en descendant du véhicule, comme pour se stabiliser. Sa main gauche tremblait légèrement avant qu'elle ne la force à se calmer. « Bon sang, Samuel !» souffla-t-elle en se mettant à genoux près du chien. « C'est un chien d'unité militaire. Voyez le tatouage dans son oreille ? K927 Le nom Rocco, à peine lisible sur le collier tactique, semblait appartenir à un autre temps. Rocco n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses côtes saillaient sous un pelage clairsemé et des cicatrices anciennes striaient ses flancs. Une blessure par balle, mal refermée, marquait son épaule gauche. Mais ce furent ses yeux qui coupèrent le souffle à Laura. Intelligent, fatigué, porteur de secrets. Le shérif Daniel Parker arrive alors que Laura stabilisait Rocco. Les pneus de son 4x4 crissèrent sur le gravier. À 58 ans, Daniel avait le visage tanné de ceux qui avaient passé 40 ans à maintenir un semblant d'ordre dans le Montana. Il connaissait Samuel depuis le lycée, avait été à ses côtés aux funérailles de Margaret et avait aidé à porter le cercueil de Nathan 5 ans plus tôt. « C'est vraiment l'écriture de Nate ?» demanda-t-il en examinant la carte à jouer dans un sachet plastique. Samuel s'agrippa à la rambarde du porche, ses mains tremblantes. Certains jours, l'Alzheimer n'était qu'un brouillard aux marges de ses pensées. D'autres, comme aujourd'hui, la clarté revenait, presque douloureuse. « Mon fils est mort depuis 5 ans, dit-il d'une voix éraillée. J'ai dispersé ses cendres moi-même, là-haut, au lac Silver Pin. Alors ça ne peut pas être réel. » Hélène posa une main douce sur son épaule. Depuis 8 mois, elle venait 2 fois par semaine s'assurer qu'il prenait ses médicaments et qu'il ne mettait pas accidentellement le feu à la maison. Monsieur Whittaker venait à l'intérieur. Laura a besoin de place pour travailler. Mais Samuel resta figé. Son regard ne quittait pas ce chien mourant qui avait trouvé le chemin jusqu'à lui, porteur d'un message impossible venu d'un fils qu'il croyait enterré. La routine matinale qui rythmait la vie de Samuel Whittaker depuis 2 ans venait d'éclater comme de la glace sous un pas lourd. D'ordinaire, il se levait à 5h30, préparait le café dans l'ancienne cafetière de Margaret, puis s'asseyait sur le porche pour voir le soleil teinter les montagnes d'or. Mais l'arrivée de Rocco avait tout bouleversé.
Laura avait réussi à poser une perfusion dans la patte avant du chien, le sac de soluté suspendu à un crochet improvisé par Hélène à partir d'un vieux cintre. Rocco reposait sur une couverture que Samuel reconnut aussitôt, celle de l'enfance de Nate, avec ses fusées spatiales à moitié effacées par le temps et les taches. Il devait l'avoir sortie du placard, mais ne se souvenait pas quand. Température corporelle dangereusement basse, murmura Laura en déplaçant son stéthoscope sur la poitrine du chien. Déshydratation sévère, malnutrition. Et ses cicatrices? Son doigt suivit une marque particulièrement profonde sur le flanc. Ce n'est pas un accident de chien, c'est une blessure infligée volontairement. Samuel plia les genoux en grimaçant ses articulations protestant, pour s'agenouiller à côté de Rocco. De près, il voyait l'intelligence dans ses yeux bruns voilés, la façon dont il suivait chacun de ses gestes, malgré la faiblesse du corps. Il tendit la main avec précaution. La queue du chien remua légèrement, pas vraiment un battement franc, mais assez pour dire qu'il l'avait reconnu comme allié. « Salut, soldat !» murmura Samuel, la voix serrée, des mots venus d'instinct, rappelant les lettres que Nat lui avait envoyées depuis l'Afghanistan, avec ses histoires sur les unités K9 qui sauvaient des vies chaque jour. « T'en as bavé, pas vrai ?» La respiration de Rocco était laborieuse, chaque inspiration semblant lui coûter un effort conscient. Mais lorsque les doigts de Samuel trouvèrent l'endroit précis derrière ses oreilles, ses yeux se fermèrent un instant, comme soulagés, ou en confiance, peut-être les deux. Daniel tout sauta, ramenant Samuel à la réalité. « Sam, je dois te poser la question. Tu es sûr que c'est l'écriture de Nat ?» La dame de cœur était posée dans son sachet, sur la table de la cuisine. Même à travers le plastique, Samuel reconnaissait la couleur brun-rouille des lettres. « Pardonne-moi, papa. Iséonisibnion. » Il revoyait la légère inclinaison vers l'arrière du P. La façon dont Nat appuyait trop fort avec le stylo, laissant toujours des creux dans le papier. « C'est son écriture, » confirma Samuel d'une voix basse. « Quand il était déployé, il me laissait des notes pareilles. On aurait dit qu'il en voulait au papier. » Daniel fronça les sourcils. « Mais Nat est mort en novembre 2020, accident de voiture. Tout le monde était là, moi y compris. Sam, on t'a vu t'effondrer au cimetière. » Samuel serra la tasse de café qu'Hélène venait de lui servir comme pour s'ancrer à quelque chose de chaud et de tangible. « Cercueil fermé » dit-il après un silence. « On m'a dit que l'incendie de la voiture avait été trop violent pour que je le voie. » Daniel échangea un regard lourd de sous-entendu avec Laura. Tous les deux avaient été là ce jour-là, avaient vu Samuel perdre sa femme d'un cancer, puis son fils, à 6 mois d'intervalle, 2 coups qui avaient presque brisé le vieil homme. « Sam, » dit le shérif avec prudence, « il faut qu'on creuse ça, la carte, le chien, il y a quelque chose qui cloche. » « Tout ce qui cloche peut attendre, » trancha Hélène en arrivant avec une bassine d'eau tiède et des serviettes propres. « Cette pauvre bête a besoin de soins tout de suite. Les questions, plus tard. » La matinée s'étira jusqu'à midi dans une chorégraphie silencieuse. Laura surveillait les signes vitaux de Rocco pendant qu'Hélène nettoyait ses plaies avec des gestes d'une douceur infinie. Samuel, lui, se surprit à lui parler, comme s'il comprenait, le potager de Margaret, mort de soif à cause de la sécheresse, la maison trop silencieuse, la présence fantôme de ceux qui n'y vivaient plus. « Tu sais, Nat avait un chien quand il était petit », dit-il soudain surpris par la clarté du souvenir. « Un berger allemand aussi. Il s'appelait Duke. Nate dormait avec lui tous les soirs. » Mais l'image se brouilla aussitôt, happée par le brouillard de sa mémoire. Que s'était-il passé avec Duke? Impossible de s'en souvenir. Les yeux de Rocco s'ouvrirent de nouveau, se plantant dans ceux de Samuel avec une intensité presque humaine. Lentement, le chien leva la patte et gratta la poussière près de la couverture. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Hélène en se penchant. Tous observèrent, figés, alors que Rocco traçait 3 lettres tremblantes dans la terre, D, A, D. La tasse de Samuel lui échappa encore une fois des doigts, se brisant sur les planches du porche. Laura le rattrapa alors qu'il vacillait, le monde basculant autour de lui. « C'est impossible, » souffla Daniel. « Les chiens ils ne peuvent pas faire ça. » Mais Rocco n'avait pas fini. Sa patte se déplaça encore, pointant vers la grange, puis revenant aux lettres tracées. Le message était clair, « Papa, grange. » On leur apprenait à détecter les bombes, murmura Samuel, comme pour lui-même. Et à signaler un danger, Nate m'a raconté ça. Il disait que son chien savait écrire.
Une blague? Un tour de fête? Daniel se redressa brusquement. Montre-moi la grange. La vieille bâtisse rouge se tenait à 50 mètres de la maison, sa peinture écaillée virant au brun. Samuel n'y mettait plus les pieds depuis des mois. Son arthrose rendait la montée à l'échelle du grenier pénible. Et il n'y avait plus rien à y voir que des outils rouillés et de vieux souvenirs. Les gonds protestèrent quand Daniel poussa la porte. Des rayons de lumière filtraient entre les planches, illuminant la poussière en suspension. L'odeur de foin sec et d'huile de moteur ramena à Samuel un serrement familier dans la poitrine. Là-haut, dit-il en désignant le grenier. C'était la cachette de Nate quand il était gamin. Il avait tout un coin à lui. Daniel monta prudemment, testant chaque barreau. Samuel entendait ses pas. Les planches craquaient. Puis plus rien. « Dan! Sam, tu devrais voir ça !» La montée fut un calvaire. Ses hanches hurlaient, ses mains glissaient sur les barreaux polis par les années. Hélène et Laura l'attendaient en bas, prêtes à le retenir s'il tombait. Mais il arriva en haut, haletant. Daniel éclairait un coin du grenier avec sa lampe torche et Samuel sentit son sang se glacer. Dans le faisceau de la lampe, Samuel distingua une zone aménagée comme un campement. Un sac de couchage militaire, des emballages de rations MRE, plusieurs bouteilles d'eau vide et surtout des dizaines de photographies épinglées à une poutre. Toutes montraient Rocco avec d'autres bergers allemands, chacun portant un insigne K9. Mais ce fut le carnet posé sur une caisse qui fit vaciller Samuel. Des pages entières couvertes de l'écriture de Nate, avec des dates remontant à 3 ans après sa supposée mort. Jour 847. Papa a mis 2 assiettes pour le dîner. Je l'ai observé depuis les bois. J'ai voulu aller le voir, mais je ne peux pas. Pas encore. Mission non terminée. Samuel tourna une autre page, les mains tremblantes. Jour 195. Rocco a trouvé un autre. Tank, de la 68e, mort depuis 2 semaines. Ça fait 7. Combien encore? Puis Liardo sur une page tachée, jour 1430. Papa va de plus en plus mal. Il parle à maman dans le jardin. Elle est partie depuis 3 ans. Je n'ai plus beaucoup de temps. Les mots devinrent flous. Samuel s'assit lourdement sur la caisse, le carnet toujours ouvert. Il est vivant, souffla-t-il. Mon fils est vivant. Depuis tout ce temps. La radio du shérif grésilla soudain. Shérif, on a un signalement anonyme sur un réseau clandestin de combat de chiens. On nous dit de vérifier la vieille propriété Callahan. Il y aurait des K9 impliqués. En contrebas, Rocco aboya faiblement depuis l'entrée de la grange. Ses yeux semblaient fixer la porte avec insistance. « Il veut qu'on le suive !» cria Laura. « Il montre quelque chose. » Samuel descendit plus vite qu'il ne l'aurait cru possible, mu par un mélange de peur et d'espoir brut. Son fils était vivant. Il s'était caché dans leur grange. Il était lié à des chiens disparus et à ce réseau criminel. Rien n'avait de sens, mais Rocco semblait être la clé. Le chien s'effondra juste devant la grange, son museau pointant vers le nord-est en direction des montagnes. Vers la propriété Callahan, abandonnée depuis 10 ans. « À combien de kilomètres d'ici ?» demanda Samuel. « 8 par les pistes », répondit Daniel déjà en route vers son véhicule. « Sam, tu restes ici, c'est dangereux. » Mais Samuel marchait déjà vers son vieux pick-up, les clés en main. « C'est mon fils là dehors, Dan. Celui que j'ai cru mort pendant 5 ans. Je viens. » Rocco gémit, tentant encore de se relever. Laura s'agenouilla pour le maintenir au sol. « Il ne peut pas faire le trajet. Il a besoin de soins intensifs tout de suite. »« Alors reste avec lui, dit Samuel. Garde-le en vie. Il est le seul à savoir ce qui se passe vraiment. » Tandis que le 4x4 du shérif disparaissait dans la poussière, suivi du pick-up cabossé de Samuel, Rocco suivait des yeux leur départ. Avec un effort visible, il traça un dernier mot dans la poussière. « Vite !» Hélène et Laura échangèrent un regard inquiet. Quelle que soit la vérité à la propriété Callahan, le temps pressait. 3 jours passèrent dans un flou où les heures se mélangeaient. Samuel refusait de quitter le Porsche, restant près de Rocco jour et nuit. Laura venait régulièrement lui administrer des antibiotiques et des perfusions. Hélène lui apportait des sandwichs qu'il mangeait à peine. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Rocco se leva, chancelant mais déterminé, ses yeux fixant Samuel avec une clarté nouvelle. « Doucement, mon vieux !» murmura Samuel en tendant la main.
Mais Rocco l'esquiva et alla gratter à la porte moustiquaire avec insistance. L'air nocturne était mordant, anormalement froid pour un mois d'août. La tempête qui avait éclaté 2 jours plus tôt avait laissé derrière elle l'odeur du bois mouillé et de la sauge. Rocco traversa la cour avec détermination, s'arrêtant toutes les quelques secondes pour vérifier que Samuel le suivait. « Où est-ce que tu m'emmènes, soldat ?» demanda l'homme en saisissant une lampe torche sur le porche. Son genou grinçait à chaque pas. Mais il sentait que refuser n'était pas une option. Ils passèrent devant la grange, toujours ouverte depuis l'enquête de Daniel. Le shérif y avait découvert d'autres indices, des cartes annotées, des photos de chiens disparus dans 3 États, et toujours cette écriture reconnaissable de Nate. L'affaire était maintenant entre les mains du FBI, mais Rocco ne se dirigeait pas vers la grange. Il menait Samuel vers la partie nord des pâturages, où le terrain s'élevait doucement vers les contreforts. La lune, presque pleine, baignait tout d'une lumière argentée. Après 20 minutes de marche lente, Samuel comprit où ils allaient. L'ancienne cabane de chasse. Lui et Nat l'avaient construite quand le garçon avait 12 ans. À l'époque, il le regardait comme si son père avait accroché la lune dans le ciel. Avant le divorce, avant la perte de garde, avant 20 ans de cartes d'anniversaire retournées sans ouvrir. La cabane apparut, silhouette sombre et affaissée par les ans, une partie du toit effondrée. Rocco fit le tour jusqu'à l'arrière, où se trouvaient les portes du vieux cellier enterré. Elles auraient dû être rouillées et scellées par le temps, mais pivotaient parfaitement sur des gonds bien huilés. Le faisceau de la lampe révéla un escalier de bois fraîchement installé, descendant dans l'ombre. Rocco s'y engagea sans hésiter, se retournant juste pour vérifier que Samuel suivait. Contre toute logique, et malgré les alarmes qui hurlaient dans sa tête, Samuel le suivit. Le vieux cellier, qui à l'époque servait à stocker pommes de terre et bocaux de cornichons, avait été transformé en quelque chose de bien plus vaste. Le tunnel creusé dans la colline s'enfonçait loin au-delà des limites d'origine, éclairé par des ampoules nues suspendues à un fil électrique, diffusant une lumière jaune et tremblante. Une odeur âcre flottait dans l'air, mélange de désinfectant et de peur animale. Des cages improvisées, faites de grillages et de planches, s'alignaient le long des parois. La plupart étaient vides, portes entr'ouvertes comme des mâchoires prêtes à se refermer, mais les murs racontaient une histoire plus sombre. Des dizaines de photos y étaient punaisées, bergers allemands, malinois, parfois des bergers allemands, tous portant des badges militaires ou policiers. Trop de visages canins barrés d'une croix rouge. Dans un coin, un bureau en métal croulait sous les papiers, seringues, médicaments et un ordinateur portable à l'écran fissuré. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Samuel, ce fut le grand panneau de liège couvert de fils, reliant photos, coupures de journaux et documents officiels. Au centre, une photo qui lui coupa le souffle. Nate, en uniforme de cérémonie, souriant, une main sur la tête d'un berger allemand. L'insigne sur le collier du chien indiquait K9031. Juste en dessous, un nom écrit à la main, Shadow. Et à côté, 2 mentions, cause officielle, IED, puis entre parenthèses, vérité, équipement défectueux, couverte par les supérieurs. Tout autour, d'autres clichés, d'autres chiens, avec à chaque fois une version officielle et une vérité amère, accident d'entraînement, masquant une maltraitance, maladie couvrant un abandon, inapte, dissimulant une vente illégale. Rocco, haletant, émit un gémissement qui tira Samuel de sa stupeur. Le chien se dirigea vers une section du mur où étaient affichées des photos de chiens en fin de service, squelettiques, blessés, abandonnés dans des refuges ou vendus à des circuits clandestins. Sous l'une d'elles, une note manuscrite glaça Samuel. K9 240, euthanasié faute de soins. Trop vieux pour être utile. Les doigts de Samuel se crispèrent. Il comprenait désormais que Nat n'était pas un fugitif par caprice. Il menait une guerre pour sauver ceux qui n'avaient personne pour les défendre. Un bruit sec au-dessus d'eux fit tressaillir Rocco. Ses oreilles se redressèrent et un grondement sourd monta de sa gorge, des pas, plusieurs paires. Samuel éteignit la lampe par réflexe, mais une voix claire fendit l'obscurité. « Je sais que tu es là, papa. » La voix fit vibrer quelque chose de profond en lui. Grave, légèrement rauque, marqué par des années de cigarettes peut-être, mais impossible à confondre. Nate, son fils descendit lentement les marches et Samuel eut l'impression de voir un fantôme. Les années l'avaient marqué. Cheveux plus longs, barbe épaisse, traits creusés, mais les yeux de Margaret. Exactement les mêmes, sauf que désormais, il portait un fardeau. 2 silhouettes se découpèrent derrière lui.
Des hommes au port militaire, posture alerte, regard froid. Nate, la voix de Samuel trembla. « Tu es vivant? Tout ce temps? 5 ans, 3 mois et 19 jours, répondit-il, comme s'il avait compté chaque seconde. C'est le temps qu'a duré ma mort officielle. Rocco, malgré sa faiblesse, s'avança pour se placer entre eux, comme pour protéger Samuel. Nat esquissa un mince sourire en regardant le chien. J'aurais dû savoir que tu le retrouverais. Trop malin pour son propre bien. Il fit signe à ses 2 compagnons. Laissez-nous, c'est entre familles, maintenant. Les hommes hésitèrent, puis remontèrent les marches. Le silence retomba, seulement troublé par la respiration irrégulière de Rocco. « Pourquoi » demanda enfin Samuel. « Pourquoi me laisser te croire mort? Pourquoi » Nate s'approcha du panneau de liège et effleura du doigt les fils rouges reliant les photos. « Parce que Nathan Whittaker devait mourir pour que je puisse faire ça. Trop de gens me connaissaient, auraient pu relier mon nom à ce que je fais. Et ça aurait tout compromis. » Il se tourna vers lui, et Samuel vit le soldat qu'il avait élevé. Tu sais ce qu'il advient des chiens militaires quand ils ne servent plus, quand ils sont trop vieux ou blessés. On les adopte, commença Samuel incertain. Certains, oui, les chanceux. Les autres, on les abandonne, on les pique, on les vend au plus offrant. Nat désigna les photos. Ces chiens-là ont sauvé des vies, et on les traite comme du matériel qu'on jette. La colère monta dans la voix de Samuel. Alors tu as disparu. Tu m'as laissé disperser tes cendres dans ce maudit lac. Tu avais Margaret. Maman... Nat s'interrompit en voyant l'ombre passer dans les yeux de son père. Elle était déjà partie, dit Samuel doucement. Le cancer l'a emportée 6 mois avant ton accident. Tom, le shérif, t'a dit ce que je lui ai demandé de dire. Je ne voulais pas que tu rentres par culpabilité. Je voulais que tu finisses ce que tu faisais là-bas. Un silence lourd suivit, rempli de 20 ans de malentendus. Rocco gémit, rompant le moment. Nate s'agenouilla à côté de lui. Il devait être euthanasié. 11 ans, 3 missions en zone de guerre, 17 vies sauvées, et on voulait le tuer parce qu'il commençait à avoir des problèmes de hanches. Je l'ai sauvé, comme les 43 autres. Sa voix se brisa. Mais ceux que je n'ai pas pu atteindre, ceux qu'ils ont vendus ou laissés mourir. Samuel balaya du regard la pièce. Ce n'était pas un repère de criminels, c'était un sanctuaire, une base d'opération pour sauver les laissés pour compte. Les échecs, Nat les affichait ici, comme pour ne pas oublier. J'ai tout documenté, dit Nat en désignant les dossiers empilés. Nom, date, signature, qui a autorisé, qui a encaissé l'argent. Quand j'aurai assez de preuves, ils ne pourront plus m'ignorer. Samuel serra les poings. Et après, peut-être que je pourrai rentrer. Si tu m'acceptes encore, ils se regardèrent longuement. Ce n'était pas un repère de criminels, c'était un sanctuaire, une base d'opération pour sauver les laissés pour compte. Les échecs, Nat les affichait ici, comme pour ne pas oublier. J'ai tout documenté, dit Nat en désignant les dossiers empilés. Nom, date, signature, qui a autorisé, qui a encaissé l'argent. Quand j'aurai assez de preuves, ils ne pourront plus m'ignorer. Samuel serra les poings. Et après, peut-être que je pourrai rentrer. Si tu m'acceptes encore, ils se regardèrent longuement. Rocco, haletant, posa sa patte sur la main de Samuel, comme pour sceller une trêve. « Il est mourant, dit doucement Samuel. Laura pense qu'il ne lui reste que quelques jours. »« Je sais, murmura Nat, c'est pour ça que je l'ai amené. Il ne devait pas mourir seul. Il devait te trouver, te montrer. » Sa voix s'étrangla. « Te montrer tout ça. » Puis il sortit un dossier épais d'un tiroir. « Tout ce que j'ai, c'est là-dedans. Les noms, les lieux, 43 chiens sauvés, des centaines encore dehors. Le FBI est dans le coup grâce à ton shérif. Peut-être qu'ils agiront. » Samuel prit le dossier, sentant son poids bien au-delà du papier. « Et toi ? Je ne sais pas. Nathan Whittaker est mort et il doit le rester. Trop d'ennemis puissants veulent le faire taire. Mais l'homme que je suis maintenant, peut-être qu'il peut revenir. » Les 6 jours qui suivirent cette rencontre dans le vieux cellier furent un tourbillon où Samuel perdit toute notion du temps. Le FBI avait transformé son ranch en véritable camp de base pour ce qu'ils appelaient « Opération Sentinelle K9 ». Nate, ou plutôt l'homme qu'il était devenu, restait caché dans le grenier de la grange, n'apparaissant que la nuit pour vérifier l'état de Rocco. Officiellement, Nathan Whittaker était mort depuis 5 ans et les agents préféraient ne pas chercher trop activement le fantôme qui avait démantelé presque seul une partie d'un réseau criminel. L'agente spéciale, Meredith Lang, qui dirigeait l'enquête, l'avait clairement dit à Samuel autour d'un café. « Votre fils est un fantôme, monsieur Whittaker.
Mais c'est un fantôme qui a sauvé 43 chiens et construit un dossier que nous essayons de monter depuis des années. Nous avons déjà procédé à 17 arrestations grâce à ces preuves. Pendant ce temps, Rocco déclinait inexorablement malgré les soins constants de Laura. Le vieux guerrier passait la plupart de ses journées allongé sur la couverture, affusé de nattes, levant parfois la tête lorsque Samuel ou son fils s'approchaient. Laura avait installé un poste vétérinaire improvisé dans le salon avec perfusion, seringue, moniteur. « Ses reins lâches », annonça-t-elle un matin, ses mains tremblant un peu plus que d'habitude. On gère sa douleur, mais elle n'acheva pas. Tous savaient ce que cela signifiait. La bataille que Rocco avait menée était déjà gagnée. Il avait réuni un père et un fils que tout séparait. Le reste, il semblait prêt à le laisser à d'autres. L'enquête prenait une ampleur que Samuel n'aurait jamais imaginée. Les documents fournis par Nat révélaient un réseau tentaculaire couvrant 12 États, des sous-traitants de l'armée revendant des chiens réformés à des circuits clandestins, des vétérinaires falsifiant des certificats pour justifier des euthanasies, et même un officier détournant des fonds destinés aux soins pour les placer sur des comptes offshore. Votre fils est l'aiguillon qui nous manquait, confia l'agente Lang. Sans lui, on aurait continué à accumuler les cadavres de preuves. Hélène, elle, ne cessait de pester contre ce remue-ménage qui perturbait la routine de Samuel. « Tout ce désordre n'est pas bon pour lui », disait-elle à Lang. « L'Alzheimer ne pardonne pas les changements. » Et c'était vrai. Samuel avait déjà appelé Nate par le prénom de son frère défunt, et un après-midi entier, il avait cherché Margaret dans le jardin persuadé qu'elle l'attendait. Les moments de clarté semblaient plus courts, mais aussi plus intenses. Un matin, Nate apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, en plein jour. « Papa, Rocco te demande. » Ils avaient appris à naviguer entre les bons et les mauvais jours. Quand Samuel était lucide, il parlait de tout ce qui avait été perdu, de Margaret, des années de silence. Quand le brouillard s'épaississait, Nat restait juste là, présence rassurante. Rocco était allongé dans un rayon de soleil près de la fenêtre, sa respiration lente et irrégulière. Sa queue bougea faiblement à l'approche de Samuel. Avec un effort, le chien leva la patte et traça 3 lettres dans la poussière du parquet. H-O. Samuel s'agenouilla, la gorge serrée. « Tu es à la maison, soldat ? Mission accomplie. » Nat se mit de l'autre côté, posant la main sur la tête du chien. Un instant suspendu, juste eux 3. C'est alors qu'un bruit d'hélicoptère se fit entendre venant du sud. L'agente Lang entra en trombe. Problème. Quelqu'un a fait fuiter l'enquête à la presse. Des hélicoptères de chaîne nationale sont en route. Elle s'arrêta net en voyant Nat en plein milieu du salon. « Monsieur, vous devriez... » « Laissez-les venir, coupa-t-il. Je suis fatigué de me cacher. » L'heure qui suivit fut chaotique. Des camions de médias bloquaient l'entrée du ranch. Des journalistes piétinaient les plates-bandes de Margaret, tandis que Lang improvisait une conférence devant les caméras pour contrôler l'histoire. Mais la vraie scène se jouait à l'intérieur où Rocco respirait de plus en plus difficilement. « Papa, dit Nat, il y a autre chose que tu dois savoir à propos de maman. » Samuel se tourna vers lui, sentant déjà le brouillard revenir aux portes de son esprit. « Quoi donc ? Quand elle est tombée malade, j'étais à Fort Harrison. J'ai demandé 3 fois un congé d'urgence. Refusé. Mission prioritaire. Quand j'ai fini par déserter pour la voir, elle était déjà dans le coma. Après, j'allais passer en conseil de discipline. On m'aurait rayé des rangs avec déshonneur. Alors j'ai fait un marché. Quel marché ? Disparaître. Faire mourir Nathan Whittaker dans un accident. En échange, mon unité recevait le matériel et les financements qu'on demandait depuis des mois pour les K9. J'ai échangé ma vie contre des gilets pare-balles et des rations pour des chiens. La révélation claqua comme un coup de feu, chassant un instant le brouillard dans l'esprit de Samuel. Son fils n'avait pas fui sa famille. Il avait choisi un sacrifice qu'aucun parent ne devrait avoir à comprendre. Avant qu'il ne réponde, un coup discret résonna à la porte. Laura apparut, suivie d'un jeune homme en uniforme impeccable. 20 ans. Traits rappelant ceux de Nate 20 ans plus tôt, même regard franc. « Grand-père » dit-il avec hésitation. « Je m'appelle Ethan. Ethan Whittaker, je suis le fils de Nate. » Samuel sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Impossible » balbutia-t-il, les yeux rivés sur le jeune homme. Nate, lui, était resté figé, comme frappé par un éclair. « Je n'ai pas... » Ethan hocha la tête avec un mélange de gravité et de timidité. « Maman ne t'a jamais dit. Elle était enceinte quand tu es parti en mission pour la dernière fois. Quand on a cru que tu étais mort, elle a décidé qu'il valait mieux que je ne sache pas. Mais j'ai trouvé les lettres, celles que tu lui as envoyées d'Afghanistan, toujours signées avec la même phrase.
Il sortit de sa poche une carte à jouer cornée, le roi de cœur, sur laquelle était écrit « De tout mon cœur, N ». Nate déglutit difficilement, posant une main sur la table pour se stabiliser. « Elle t'a élevé seule ?»« Oui, mais quand j'ai vu les reportages ce matin sur un chien militaire sauvé par un ancien soldat inconnu et que j'ai reconnu Rocco, j'ai su que c'était toi. » Ethan s'agenouilla près du vieux chien qui ouvrit un œil fatigué. « C'est bien toi, sergent Rocco ? On a parlé de toi à Force Harrison. On m'a dit que tu avais sauvé une classe entière d'enfants lors d'une alerte à la bombe. » Rocco remua la queue comme s'il se souvenait. « C'est pour ça que je suis venu, » continua Ethan en relevant les yeux vers Nat et Samuel. « Pour le remercier, et pour rencontrer mon grand-père. » Le brouillard qui menaçait Samuel recula un instant. « Ta grand-mère t'aurait adoré, dit-il, la voix tremblante. Margaret voulait toujours que toute la famille soit réunie autour de la table le dimanche. »« On peut le faire, répondit doucement Ethan. Si vous voulez de moi, si vous voulez de nous. » Nat fronça les sourcils. « Nous ?» La porte s'ouvrit doucement. Une femme d'une quarantaine d'années entra, hésitante. Brune, les yeux rougis par l'émotion. Samuel la reconnut aussitôt. Amanda Brooks, le premier amour de Nate, celle qui avait attendu ses retours de mission 3 fois, avant de finalement disparaître de sa vie. Amanda, Nate recula d'un pas, comme s'il voyait un fantôme. Elle le fixa longuement, puis traversa la pièce en 3 enjambées pour lui asséner une gifle sèche. « Espèce d'abruti !» lâcha-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu aurais pu me dire, tu aurais pu... » Elle se couvrit le visage, secouée par les sanglots. Nat posa une main hésitante sur son épaule. « Je croyais que c'était mieux pour vous, que vous soyez loin de tout ça. C'était peut-être vrai, mais tu nous as laissés seuls. » La tension retomba un peu. Amanda serra Ethan contre elle. « C'est lui qui a insisté pour venir, et il avait raison. » Dans un coin du salon, Laura observait la scène tout en vérifiant les constantes de Rocco. Le vieux chien respirait difficilement, ses yeux passant d'un visage à l'autre, comme pour s'assurer que tout le monde était bien là. « Il attend ?» dit-elle d'une voix douce. Les chiens savent quand leurs humains ont encore besoin qu'ils tiennent, mais il est épuisé. L'agente Lang referma discrètement la porte pour offrir un peu d'intimité. Hélène arriva avec un plateau de café que personne ne toucha. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions mêlées, retrouvailles, regrets, amour et urgence. Le soleil déclinait derrière les montagnes, projetant une lumière dorée sur la pièce. Samuel s'agenouilla près de Rocco, caressant doucement sa tête. « Tu es un bon chien » murmura-t-il. « Le meilleur, tu nous as ramenés à la maison tous. » Nat s'accroupit de l'autre côté, prenant l'une des pattes du chien. Ethan fit de même, posant sa main par-dessus celle de son père. Amanda s'agenouilla à son tour, formant un cercle autour de l'animal. Laura, les yeux brillants, vérifia une dernière fois son rythme cardiaque. « Il est temps », dit-elle doucement. Nat secoua la tête. « Pas de piqûre. Il a gagné le droit de partir naturellement, entouré des siens. » Ils restèrent ainsi, à lui parler, à le remercier pour chaque mission, chaque vie sauvée, chaque pas jusqu'au ranch. Rocco ouvrit les yeux une dernière fois, balaya du regard leur visage et sa queue remua faiblement. Puis, dans un souffle presque imperceptible, il s'en alla. Le silence qui suivit était presque sacré. Dehors, les caméras des journalistes continuaient à tourner, ignorantes de ce qui venait de se passer. Mais à l'intérieur, un héros venait de terminer sa mission. Ethan essuya ses yeux et murmura « On continue, pas vrai? On sauve les autres. » Nate hocha la tête. « Oui, ensemble. » Samuel posa une main sur leurs épaules. « Rocco nous a montré le chemin. On n'abandonne pas maintenant. » L'aube suivante baignait les collines d'une lumière pâle, presque timide, comme si le soleil hésitait à se lever sur cette journée. Le sol, encore humide de la pluie de la nuit, exhalait une odeur de terre et de pin. Derrière la maison, sous le grand chêne centenaire, Samuel avait passé une bonne partie de la nuit à creuser, malgré la douleur dans ses hanches. Chaque pelletée lui avait semblé un hommage à Rocco, un moyen de transformer la fatigue en quelque chose de concret, de digne. Nate l'avait rejoint à l'aube, silencieux, les mains dans les poches, le regard fixé sur le trou. « Il mérite ça », dit-il simplement. Ethan arriva avec la couverture à fusée, soigneusement pliée. Amanda suivait, portant dans ses bras le corps de Rocco, que Laura avait veillé toute la nuit, veillant à ce que rien ne trouble son dernier repos. L'agente Lang s'approcha, laissant de côté son rôle d'officier pour se tenir parmi eux en simple témoin. « Nous avons tous nos héros », dit-elle doucement, « mais rares sont ceux qui ont le courage de marcher des kilomètres blessés pour accomplir une mission. » Samuel déposa la couverture au fond de la fosse et ensemble, ils allongèrent Rocco dessus.
Ethan posa près de lui une médaille K9 que son unité lui avait donnée la veille. Amanda ajouta un petit jouet en corde usé, retrouvé dans un vieux carton de Nate, puis Nate s'accroupit et sortit de sa poche la dame de cœur. « Tu es venu avec ça, murmura-t-il. Et tu repars avec ?» Il glissa la carte sous la patte du chien, comme pour sceller leur histoire. Hélène avait préparé une petite pierre gravée. Rocco, K97, 2-4, loyal jusqu'au bout. Ils restèrent là un moment, personne ne se pressant pour recouvrir le corps. Finalement, Samuel prit la première pelletée de terre. « Mission accomplie, soldats !» Les autres suivirent jusqu'à ce que la terre soit lissée et que la pierre soit posée. Le silence qui suivit fut brisé par le souffle du vent dans les branches. Ethan se tourna vers Nate. « Alors, c'est quoi la suite ?» L'agent Lang répondit à sa place. « La suite, c'est que nous avons assez de preuves pour démanteler une partie du réseau. Mais ce n'est qu'une bataille. Il y a encore des dizaines de chiens dans des circuits clandestins. Vous pouvez choisir de tourner la page ou de continuer. » Samuel leva les yeux vers elle et malgré la fatigue et le brouillard qui menaçait, sa voix sonna claire. « On continue, tous ensemble. » Nate croisa le regard de son père, puis celui d'Ethan. « Alors on va avoir besoin d'un nom et d'un plan. » Amanda sourit malgré les larmes. « Et d'un endroit pour accueillir les premiers rescapés. »« La grange, » dit Samuel sans hésiter. Margaret voulait en faire un jour un refuge pour chevaux. On fera mieux, un sanctuaire pour chiens de service. Lang acquiesça. Le FBI pourra détourner quelques saisies vers vous, officieusement. Et moi, ajouta Laura, je m'occupe des soins, même si... Elle s'interrompit. Sentant le poids de son propre combat intérieur, Samuel posa une main sur son épaule. On fera ça ensemble, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Le vent se leva un peu plus fort, soulevant quelques feuilles qui vinrent tourbillonner autour de la pierre de Rocco. Nat, les yeux fixés sur l'horizon, déclara « On commence aujourd'hui ». Le lendemain matin, le ranch avait déjà changé de visage. La grange, jusque-là silencieuse et poussiéreuse, bourdonnait d'activité. Nate, Ethan et Amanda déplaçaient les vieilles machines agricoles vers un hangar pour dégager de la place. Laura, malgré la fatigue visible dans ses traits, avait tracé au sol les emplacements pour les futures cages temporaires et la zone de soins. L'agent Lang, fidèle à sa promesse, était revenu avec 2 agents en civil. Ils déposèrent plusieurs cartons scellés portant simplement la mention « saisie fédérale ». À l'intérieur du matériel vétérinaire, des colliers tactiques, des laisses et même quelques gilets pare-balles pour chiens. Disons que ce sont des surplus qui avaient besoin d'un nouveau foyer, dit-elle avec un sourire en coin. Samuel observait tout depuis le porche, Titan couché à ses pieds, suivant du regard chaque mouvement comme s'il savait que quelque chose de grand se préparait. « Papa » lança Nat en traversant la cour, « on a une piste. » Il sortit de sa poche une clé USB. « Un contact m'a envoyé des infos cette nuit. Un entrepôt près de Riverton, Wyoming. Officiellement, c'est un centre d'entraînement privé pour chiens de garde. Officieusement, il jeta un regard vers Lang. C'est une plateforme de transit pour chiens volés ou réformés, avant leur revente dans des circuits illégaux. Lang confirma d'un hochement de tête. On le surveille depuis un moment, mais sans preuve directe, impossible d'intervenir. Vous, par contre, Samuel comprit aussitôt. On n'a pas besoin d'attendre un mandat. Ethan posa une carte sur la table. Le plan détaillé des lieux, tracé à la main. 2 hangars principaux, une quinzaine de chiens d'après les bruits entendus la nuit, 3 hommes en permanence, peut-être plus. Caméra périmétrique, mais pas de système lourd. Amanda fronça les sourcils. « Et on fait quoi si ça tourne mal ?» Nate répondit sans détour. « On se replie. L'objectif, ce sont les chiens. Pas de jouer les zéros. » Laura, qui avait écouté en silence, s'approcha. « Si on ramène 15 chiens ici, il faudra être prêt. Nourriture, soins, isolement pour les blessés. » On n'a pas encore tout. Samuel se redressa lentement, son regard passant de Nat à Lang. On trouvera, mais on ne laisse pas passer ça. Lang leur donna un créneau. Si vous partez en fin d'après-midi, vous aurez la nuit pour agir et revenir avant que les propriétaires ne se rendent compte de la disparition. Je peux retarder une patrouille de l'État qui passe habituellement dans la zone. Nat acquiesça. Alors on part à 18h. Ethan se pencha sur la carte. Je prendrai l'arrière avec Titan. Papa, tu restes près du véhicule. Amanda, tu couvres Nat. Et moi ? Demanda Laura avec un sourire fatigué. Toi, tu restes au ranch. Si on ramène des blessés, il faudra que tu sois prête. Laura acquiesça, mais ses yeux disaient qu'elle aurait préféré être sur le terrain. L'après-midi passa vite. Samuel préparait le vieux van, rangeant dans des caisses tout ce qui pouvait servir. Couverture, gamelles, bouteilles d'eau, lampe torche. Titan, déjà équipé de son harnais, semblait sentir l'imminence de l'action.
Au moment du départ, Amanda s'approcha de Samuel. « Vous êtes sûr de vouloir venir ? J'ai raté assez de moments avec mon fils, répondit-il simplement. Celui-là, je ne le manquerai pas. Le van s'éloigna dans la lumière dorée du soir, suivi à distance par un SUV discret, où Lang et ses agents serviraient de couverture. Le silence à l'intérieur du véhicule n'était interrompu que par le ronronnement du moteur et la respiration régulière de Titan. Nate jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Papa, quoi qu'il arrive, on rentre ensemble. » Samuel hocha la tête, mais au fond, il savait que la nuit à venir ne serait pas comme les autres. La nuit était tombée depuis 1 heure quand ils se garèrent à près d'1 kilomètre du site. Le vent froid balayait la plaine, portant avec lui l'odeur sèche des herbes hautes. Au loin, l'entrepôt se dessinait comme une silhouette sombre, ses murs éclairés par quelques projecteurs faiblards. Nat déploya la carte sur le capot du van, éclairé par une lampe rouge pour ne pas attirer l'attention. Entrée principale ici, 2 caméras. Hangar nord, probablement utilisé pour le stockage. Hangar sud, pour les chiens. Leurs aboiements sont plus audibles de ce côté. Ethan montra un point à l'arrière. Clôture endommagée près d'un vieux container, parfait pour Titan et moi. Le chien leva la tête en entendant son nom, oreilles dressées, prêt à partir. Amanda vérifia son équipement, lampe torche, couteau de survie, spray au poivre. Et si on croise un de leurs types armés? Nat la regarda droit dans les yeux. On évite, si on ne peut pas éviter, on neutralise vite et on disparaît. Samuel, resté en retrait, observait la scène en silence. Son cœur battait plus vite que dans ses jeunes années, pas seulement à cause de l'adrénaline. Cette nuit, il était dans l'action avec son fils et son petit-fils. Un bruit métallique retentit soudain depuis l'entrepôt, comme une porte qu'on claque. Ils échangèrent un regard. « C'est maintenant » souffla Nat. Ils se séparèrent selon le plan. Nat et Amanda contournèrent nous par l'est, Ethan et Titan se glissèrent nous par la clôture endommagée au nord, tandis que Samuel restait près du van, moteur prêt à démarrer. La radio grésilla doucement dans l'oreillette de Nate. « Je vois 2 silhouettes, hangar sud. Il fume dehors. Je contourne, dit la voix d'Ethan. » Dans l'obscurité, Nate avançait avec la précision d'un fantôme. Chaque pas calculé, chaque ombre utilisée comme couverture. Amanda suivait de près, son souffle contrôlé. À travers une ouverture dans la tôle, Nat aperçut l'intérieur du hangar sud. Une quinzaine de cages, alignées, certaines occupées par des chiens qui se redressaient à son approche, d'autres vides. Les animaux paraissaient amaigris, nerveux, mais encore vifs. Il repéra immédiatement 2 bergers allemands portant des cicatrices anciennes, et un malinois au regard dur qui fixait la porte comme s'il attendait qu'elle s'ouvre. Amanda se glissa à ses côtés. « On a combien de temps ?» Nate jeta un coup d'œil à sa montre. 10 minutes, pas plus, avant que la ronde ne repasse. Ils commencèrent à couper les cadenas avec les pinces qu'Amanda avait apportées. Les chiens, d'abord méfiants, semblaient comprendre qu'ils n'étaient pas là pour leur faire du mal. L'un après l'autre, ils furent attachés à des laisses improvisées. Pendant ce temps, Ethan signalait à la radio « 2 hommes se déplacent vers vous depuis le nord. Titan et moi, on les retarde. » Un aboiement puissant retentit dans la nuit, suivi d'un cri surpris. Nat accéléra le rythme. « On a 8 chiens, il en reste 7. Amanda, prends cela au van avec papa. » Elle hocha la tête et s'éclipsa avec le premier groupe, laissant Nat seul. Il atteignit la dernière cage au fond du hangar et sentit son estomac se nouer. À l'intérieur, un vieux berger allemand noir, visiblement mal en point, respirait avec difficulté. Un collier usé portait encore un insigne effacé, K 911-18. « On va te sortir de là, vieux frère », murmura Nat en brisant le cadenas. Il passa ses bras sous le corps amaigri et le souleva avec précaution. C'est à ce moment qu'il entendit des pas rapides derrière lui. « Hey !» Une voix brutale. Nat se retourna, le chien toujours dans les bras. Un homme massif se tenait dans l'encadrement, une batte de métal à la main. « Repose-le, ou tu finis avec lui dans une cage. » Nat ne bougea pas. « Ce chien a sauvé des vies. Il ne finira pas ici. » L'homme fit un pas en avant, la batte levée. Mais avant qu'il ne frappe, un grondement grave résonna derrière lui. Titan sortit de l'ombre comme un éclair, se jeta sur l'agresseur. L'homme s'écroula, désarmé, le souffle coupé. « Bon chien » souffla Nat. « Allez, on sort d'ici » À la radio, la voix d'Amanda était pressante. « Nat, bouge ! On a du mouvement sur la route d'accès. 3 véhicules. » Nat serra le berger allemand contre lui et se mit à courir, suivi de Titan et d'Ethan. Les phares des pick-up ennemis découpaient déjà la nuit, illuminant les silhouettes qui se précipitaient vers le van. Samuel, assis derrière le volant du van, vit les faisceaux des phares surgir au loin.
Son instinct d'ancien soldat reprit le dessus. Il fit tourner la clé pour lancer le moteur et ouvrit la porte latérale. « Dépêchez-vous » hurla-t-il dans la nuit. Amanda apparut la première, tirant 4 chiens paniqués qui aboyaient à s'en briser la voix. Derrière elle, Nat surgit, un vieux berger allemand noir dans les bras, Ethan et Titan couvrant leurs arrières, les aboiements, les cris et le bruit des moteurs se mêlaient, formant un chaos assourdissant. « Montez, montez !» Samuel claqua la porte arrière dès que le dernier chien fut à bord, Titan bondissant juste à temps. Les pick-up ennemis n'étaient plus qu'à 100 mètres quand il appuya sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent, projetant de la poussière. « Par la piste ou par la route ?» cria Amanda. « La piste !» répondit Nat. « Ils s'attendront à ce qu'on prenne la route. » Le van s'engagea sur un chemin chaotique qui serpentait à travers la prairie. Les phares derrière eux se rapprochaient, secoués par les bosses, mais toujours sur leurs traces. Un coup de feu claqua, brisant le rétroviseur droit. Les chiens se mirent à gémir et à se recroqueviller. « Baissez-vous !» ordonna Nate. Ethan se pencha vers la fenêtre et répondit avec une petite lampe torche à stroboscope, braquant la lumière directement dans les yeux du conducteur le plus proche. Le pick-up fit une embardée, disparaissant dans un nuage de poussière. « Un de moins » murmura-t-il. Mais 2 autres véhicules tenaient bon. Lang à la radio intervint. « On arrive par le sud, tenez encore 3 minutes. » 3 minutes, c'est une éternité, grogna Amanda, cramponnée à la poignée au-dessus de la portière. Le chemin descendait maintenant vers un petit pont de bois franchissant un ruisseau à sec. « Tiens bon, vieux !» dit Samuel au moteur, qui gémissait à chaque chaos. Le premier pick-up adverse tenta de les doubler par la droite. Mais Titan, comme s'il avait compris la manœuvre, bondit vers la fenêtre ouverte et lâcha un aboiement guttural qui fit reculer le conducteur de surprise. Nate profita de l'élan pour saisir un extincteur et le vider sur le pare-brise de l'assaillant. Le véhicule freina brutalement, aveuglé par la mousse. Restait le dernier, plus agressif, qui collait à quelques mètres. « On ne pourra pas les semer », dit Ethan en vérifiant ses poches. Il en sortit une petite grenade fumigène, relique de son unité. « Quand je dis maintenant, ouvre la fenêtre arrière. » Amanda obéit. Ethan alluma la mèche, attendit 2 secondes, puis lança la grenade. Une épaisse fumée grise enveloppa le pick-up qui perdit aussitôt le contrôle et dérapa dans le fossé. « Claire » annonça-t-il. Samuel ne ralentit pas pour autant. Ils franchirent le pont et continuèrent sur plusieurs kilomètres avant que les lumières bleues des SUV fédéraux n'apparaissent devant eux. Lang sortit de son véhicule, pistolet au poing, mais un sourire franc aux lèvres. « Je vous avais dit 3 minutes, lança-t-elle. Vous en avez tenu 5, pas mal. » Nate descendit du van, le berger allemand toujours serré contre lui. « On les a tous ?» Amanda compta rapidement. 15 chiens, tous vivants, blessés, mais vivants. Samuel descendit à son tour, sentant ses jambes trembler, plus de fatigue que de peur. Il posa la main sur l'épaule de son fils. « On l'a fait. » Nate le regarda, essoufflé mais avec une lueur dans les yeux. Et ce n'est que le début. Le retour au ranch se fit dans un silence presque religieux, brisé seulement par les halètements et les gémissements des chiens à l'arrière. La fatigue était là, lourde comme une chape, mais chaque visage portait aussi la satisfaction du devoir accompli. Les phares du van éclairèrent la cour, où Hélène et 2 voisins attendaient déjà avec des couvertures, de l'eau et des caisses d'alimentation. Laura, malgré ses traits tirés et la pâleur inquiétante de son visage, était debout près de la grange, prête à accueillir le convoi. « Par ici !» cria-t-elle, alors que Samuel coupait le moteur. On déchargea les chiens un à un. Titan prit immédiatement le rôle de chef, allant renifler chacun d'eux, grognant doucement pour apaiser les plus effrayés. Laura installa les blessés dans la zone de soins improvisée. « Celui-là, sur la table ?» ordonna-t-elle en désignant le vieux berger allemand noir que Nat avait porté tout du long. « Ses poumons sont fragiles, on doit l'aider à respirer. » Nat s'exécuta, posant l'animal avec une douceur infinie. « Il s'appelait Duke, d'après son collier, » murmura-t-il. Laura hocha la tête en branchant une perfusion. « Alors on fera en sorte que Duke ait encore quelques couchers de soleil à regarder. » Ethan et Amanda installaient les autres dans des boxes séparés. Les chiens plus vifs mangeaient déjà, tandis que d'autres, trop faibles, restaient couchés, les yeux à demi fermés. Samuel se tenait près de la porte, observant chaque geste. « On a fait du bon travail, dit-il à mi-voix, presque pour lui-même. » Mais Laura, qui l'avait entendu, répondit « Oui, mais ça va les mettre en colère. » Elle avait dit ça sans lever les yeux, concentrée sur la perfusion. Nat, qui passait à côté, s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Laura prit une inspiration lente. « On vient de frapper leur portefeuille. 15 chiens.
c'est beaucoup d'argent perdu pour eux. Et crois-moi, ils savent déjà qui est derrière. L'agente Lang, qui avait suivi la scène en retrait, intervint. Elle a raison. Mes contacts m'ont prévenu il y a 1 heure. Plusieurs figures du réseau se sont réunies à Cheyenne ce soir. Ce genre de réunion, ça n'annonce rien de bon. Samuel sentit une tension froide lui traverser la poitrine. Tu penses qu'ils vont riposter ici? Lang fixa son regard dans le sien. Je pense qu'ils voudront envoyer un message. Et ce ranch, c'est désormais votre quartier général. Un silence pesant s'installa. Les aboiements lointains des chiens semblaient soudain plus inquiétants. Nat prit une décision immédiate. On verrouille tout. Ethan, tu mets les barrières. Amanda, tu vérifies les armes. Papa, reste avec Titan et surveille les extérieurs. Samuel hocha la tête, se redressant malgré la fatigue. Dans un coin, Duke leva les yeux vers lui et remua faiblement la queue, comme pour lui rappeler que cette mission valait la peine, quelles qu'en soient les conséquences. Mais dans son esprit, Samuel savait qu'une nouvelle tempête approchait. Et cette fois, ce ne serait pas pour sauver des chiens inconnus. C'était leur famille, leur sanctuaire, qui allait devoir tenir. La nuit était tombée sur le ranch, lourde et opaque, sans lune pour éclairer les collines. Seuls quelques lampadaires près de la grange diffusaient une lumière jaune, dessinant des halos où les insectes tournaient en rond. À l'intérieur, tout semblait calme. Les chiens dormaient, épuisés, et Titan était couché aux pieds de Samuel, oreilles dressées malgré ses yeux mi-clos. Mais Samuel sentait dans son ventre ce frisson qu'il connaissait depuis la guerre, le genre de silence qui précède toujours quelque chose. À 2h17, Titan releva brusquement la tête, les yeux fixés vers la lisière des bois. Un grondement grave monta de sa gorge. Samuel se leva lentement, prenant la lampe torche et la vieille carabine qu'il avait posée contre le mur. « Qu'est-ce que t'as vu, garçon ?» murmura-t-il. À travers la fenêtre, il aperçut de faibles lumières mouvantes, comme des phares dissimulés derrière les arbres. Quelques secondes plus tard, 3 détonations étouffées résonnèrent. Les chiens se mirent à aboyer, un vacarme qui réveilla tout le monde. Nate déboula dans le salon, arme à la main. « Papa ?» Samuel pointa la lampe vers la colline. « Ils sont là !» Amanda arriva derrière, attachant ses cheveux à la hâte. « Combien ?»« Assez pour ne pas être venu discuter », répondit Nat. Ils coururent réveiller Ethan, qui dormait dans la grange pour rester près des nouveaux arrivants. L'agente Lang, déjà sur pied, parlait à voix basse dans son téléphone. « C'est confirmé, ils viennent pour vous. Tenez au moins 20 minutes, j'ai des unités en route. » Dehors, le crissement de pneus sur gravier coupa toute discussion. 2 pick-up venaient de s'arrêter à l'entrée du chemin, phares braqués sur la maison. « Position !» cria Nat. Amanda prit la fenêtre nord. Samuel et Titan se postèrent près de la porte. Ethan monta sur le toit avec des jumelles de vision nocturne. 4 hommes, armés, ils avancent, signala-t-il. Un objet vola dans les airs et atterrit dans la cour avec un bruit sourd. « Fumigène !» hurla Amanda. En quelques secondes, la cour fut noyée d'une épaisse fumée blanche. On entendait des pas rapides se rapprocher. Titan bondit dehors, un éclair sombre dans la fumée. Un cri retentit, suivi d'un bruit de chute. Nat profita de la confusion pour se glisser vers la grange et verrouiller la porte, protégeant ainsi les chiens. Samuel resta près de la maison, épaulé par Amanda. 2 silhouettes émergèrent de la fumée, et Amanda fit feu, tirant dans le sol pour les faire reculer. « Il teste monodéfense », souffla-t-elle. Dans l'ombre, Titan réapparut, tenant un gilet tactique dans sa gueule, preuve qu'il avait déjà désarmé un intrus. Mais d'autres arrivaient. 10 minutes, pas plus, prévint Lang en revenant de l'intérieur. On doit tenir. Le grondement des chiens, les ordres criés dans la fumée, le cœur battant à tout rompre. Samuel sentit que cette nuit marquerait un tournant. Pas seulement pour le ranch, mais pour leur guerre entière. La fumée se dissipait par endroits, laissant apparaître des silhouettes qui tentaient d'encercler la maison. Titan, haletant, trottait entre les points d'entrée, veillant à ce que personne ne puisse approcher sans qu'il le sache. Les aboiements frénétiques des chiens dans la grange couvraient presque le bruit des pas dans le gravier. Samuel ajusta sa prise sur la carabine, ses mains tremblantes autant de colère que d'adrénaline. Un intrus surgit de derrière un tas de bois, mais se fige en voyant l'arme pointée vers lui. « Pars !» gronda Samuel. L'homme hésita une seconde, puis recula prudemment, disparaissant dans la fumée. Sur le toit, Ethan donnait des instructions courtes et sèches. 2 à gauche, un qui tente de passer par le poulailler. Amanda, à toi. Amanda tira dans le sol à quelques mètres de l'ombre en mouvement. L'intrus lâcha un juron et rebroussa chemin. Nate, lui, avançait vers la clôture, déterminé à les pousser à se retirer complètement. Il tomba nez à nez avec un homme au visage couvert d'un bandana.
une batte de métal à la main. L'instant fut bref. Un coup, une parade, puis Nat désarma son adversaire et le projeta au sol. « Rentre dire à ton patron qu'on ne se laisse pas intimider », lança-t-il avant de le repousser vers l'obscurité. Puis, un hurlement lointain déchira la nuit, les sirènes. Le son se rapprochait rapidement. Les assaillants comprirent que le temps était compté. En moins de 30 secondes, les silhouettes s'évaporèrent, les moteurs des pick-up rugissant à travers la colline. L'agent Lang, arme en main, sortit sur le perron. Fin de partie pour ce soir. Les véhicules de renfort arrivèrent presque aussitôt, mais trop tard pour attraper qui que ce soit. Dans la cour, l'odeur âcre du fumigène persistait, mêlée à celle de la poussière soulevée par la fuite. Samuel regarda autour de lui. Aucune perte, côté humain ni chien. Mais il savait que ce n'était pas une victoire. Il testait juste nos défenses, dit Nat, la mâchoire serrée. Lang hocha la tête. Oui, et maintenant ils savent que vous êtes prêts. Ce qui veut dire qu'ils reviendront mieux armés et plus nombreux. Amanda resserra son manteau autour d'elle. Alors il faut qu'on soit prêts aussi. Et pas seulement ici. Laura, sortie de la grange, s'appuya contre le chambranle, pâle mais déterminée. Ça veut dire agrandir le réseau, plus d'alliés, plus de refuge, et frapper avant qu'il frappe. Titan, toujours en alerte, leva les yeux vers Samuel comme pour lui dire que la guerre ne faisait que commencer. Samuel caressa sa tête, le regard perdu dans la nuit, redevenu calme. « Qu'ils viennent, murmura-t-il. On tiendra, pour Rocco, pour Duke, pour tous les autres. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à partager d'autres histoires de foi et de guérison. Et si vous croyez que Dieu agit encore à travers l'amour, la loyauté et les miracles silencieux, écrivez Amen en commentaire. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches.